Bonjour Yves Luckiger. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et il est partagé. Revenir bien évidemment sur l'actualité merveilleuse de l'université avec ce prix Nobel de physique attribué à deux de vos poulains, j'ai envie de dire, Didier Queloz et Michel Mayor. C'est un moment extraordinaire. Très rare. Quel est le bon terme pour qualifier ? Oui, c'est un moment tout à fait exceptionnel, un moment qui nous a projeté un peu vers les étoiles. Et donc, on a toujours un peu la tête dans les étoiles, mais on garde quand même les pieds sur terre. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez fêté l'événement. Écoutez, ça a été un événement assez exceptionnel. On s'y attendait pas. Donc, on savait que ce jour-là, le prix Nobel de physique allait être attribué. Ça faisait plusieurs années qu'on l'attendait, mais il est vrai qu'on s'était comme un tout petit peu habitué au fait qu'il n'était pas donné à nos deux chercheurs, malgré le fait qu'ils le méritaient depuis très longtemps. Et puis, tout à coup, des gens sont arrivés dans mon bureau, ont fait irruption carrément dans mon bureau pour m'annoncer l'incroyable nouvelle. Et puis après, tous les jours, les heures qui ont suivi ont été totalement chamboulées. Et comment on le fait au niveau du rectorat, avec vos collègues, collaborateurs, avec les lauréats ? Est-ce qu'on boit un coup ? Est-ce qu'on mange ? Donc effectivement, dans un premier temps, on a fait une invitation relativement large, où très rapidement on était chercher quelques bouteilles de vin aussi, effectivement, peut-être même un peu de champagne. Et puis le soir même, on était tous ensemble. Et là, à ce moment-là, Didier et Michel n'étaient pas avec nous. Donc, on boit un verre, c'est ça. L'exception, on boit un verre. C'est très calviniste, très universitaire comme façon de festoyer, j'ai envie de dire. C'est vrai que là, on a fait une petite dérogation avec nos habitudes et on a accepté effectivement un verre de champagne qu'on a d'ailleurs aussi essayé de partager avec l'ensemble des collaborateurs. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que ça a vraiment créé un sentiment très fort de fierté au sein de la maison, de sentiment d'identification et de partage. Je crois que de l'assistant au personnel administratif, aux professeurs, tout le monde a partagé ce moment de bonheur. Cette médaille, c'est aussi une médaille pour l'ensemble de la population genevoise. Moment de partage qu'on va décliner à notre sauce avec le repas. Je vous propose de regarder la carte en attendant. Très volontiers, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes difficile à table ? Non, je crois que j'ai des goûts très éclectiques. J'ai des préférences évidemment, mais je suis vraiment très ouvert. Peut-être aussi des tendances culinaires qui se sont un peu modifiées au cours du temps. Je me souviens de mes parents, ma maman en particulier, qui pensaient effectivement que pour que je puisse grandir dans de bonnes conditions, il fallait absolument des bons morceaux de viande, du foie qu'on cuisine plus tellement maintenant aussi dans la cuisine actuelle. Mais c'était vraiment le sentiment qu'il fallait un peu de viande. Et c'est vrai que maintenant, en plus, je m'aperçois que je suis pas devenu végétarien pour autant, mais je fais attention. J'ai vraiment une petite préférence maintenant pour les poissons, effectivement, de manière générale. Je mange vraiment assez rarement de la viande. Bon, pour autant, vous avez bien grandi. Les conseils de maman ont porté leurs fruits. Ouais, je crois que c'était une génération qui attachait beaucoup d'importance au fait que les enfants soient bien nourris, même si mes parents n'étaient pas des gens qui étaient très aisés de manière générale. Ils ont pas fait ni l'un ni l'autre d'études. Ma maman ne travaillait pas. Elle travaillait évidemment à la maison, ce qui était déjà une très lourde tâche. Mes parents n'avaient pas fait d'études universitaires, mais ils ont vraiment toujours beaucoup attaché d'importance au fait qu'ils puissent me donner les meilleures conditions possibles pour pouvoir, moi et mon frère aussi évidemment, grandir dans les meilleures conditions possibles, dans un climat familial propice. Aujourd'hui, le fait de regarder un peu plus les poissons que la viande, c'est aussi une conscience de l'état animal, j'ai envie de dire, ou c'est une effectivement, c'est quelque chose qui encore renforce cette tendance, mais même au niveau du goût, je pense que les choses ont passablement changé et je trouve qu'aujourd'hui on a peut-être aussi plus de variétés de poissons. J'imagine aussi que les prix de ces différents aliments, le saumon était à l'époque en tout cas de mes parents un produit relativement cher par rapport à d'autres viandes, même comme le poulet par exemple, et c'est clair que là il y a aussi des choses qui ont changé. Ouais. Des considérations qui ont évolué. L'Université de Genève, vous l'avez clairement dans la peau, étudiant depuis 1975, enseignant, vice-recteur, recteur. L'étudiant que vous étiez en 75, il ressemblait à quoi ? C'est un étudiant qui d'abord avait été intéressé par la sociologie. Je pense que j'avais besoin de comprendre comment la société fonctionnait. J'ai aussi eu un peu des moments d'implication forte par rapport à toute une série de situations qui se passaient à l'époque à travers le monde. C'était l'Espagne, le Portugal, des dictatures qui existaient dans nos pays voisins, la Grèce, ce qui s'est passé au Chili. C'était des moments qui m'ont beaucoup marqué. Et oui, effectivement, je suis descendu de la rue pour protester contre des coups d'État au Chili. Je faisais beaucoup d'athlétisme à l'époque et notre club avait décidé d'aller au Portugal au moment encore de la dictature qui était en place à l'époque au Portugal. Et avec un petit groupe de sprinters ensemble, on a décidé de pas se déplacer au Portugal pour manifester notre refus de participer à des manifestations dans un pays
soumis à une dictature. On avait construit un petit dossier ensemble, on avait préparé ce dossier pour essayer d'expliquer à nos collègues pourquoi nous n'allions pas au Portugal. On a diffusé ça à l'ensemble des autres athlètes du club, le CAG, le Centre Athlétique de Genève à l'époque. Et le club est parti quand même au Portugal, mais sans ses principaux sprinters, puisqu'on était 4-5 des meilleurs sprinters du canton, et on a décidé de ne pas y aller. Le sprinter, il est devenu quoi ? Alors le sprinter, quand on fait du sprint, c'est difficile de le faire à très longtemps. Je veux dire, à un moment donné, le chronomètre vous dit que vous n'êtes plus aussi bon qu'à l'âge de vos 20 ans. Oui. C'est le juge de paix ultime. Donc c'était une autre époque. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai, en tant que junior, couru en 10 secondes 6. Donc c'était déjà une belle performance à l'époque. Bon, maintenant c'est plus grand-chose. Les gens qui courent en 9-6, ils me relèguent à 10 mètres. Donc c'est énorme. Donc je serais même plus sur l'écran de la télévision si jamais je devais être à la télévision. Mais on avait des méthodes d'entraînement beaucoup plus rustique et surtout on n'avait aucun mode de dopage quelconque sauf le café. Donc le matin on prenait une bonne tasse de café, peut-être parfois un œuf, et la plus belle je crois satisfaction pour moi, c'est ça aussi qui peut-être me caractérise, c'est qu'on est devenu champion suisse de 4 fois 100 mètres. Et pour moi, c'était vraiment la qualité de notre passage de témoin qui a fait la différence, avec la capacité d'être une équipe et de s'entendre suffisamment bien, tellement bien, que notre passage de témoin était beaucoup plus performant que les Zurichois. J'aime beaucoup les Zurichois, j'aime beaucoup les Suisses alémaniques. Mon nom, c'est plus Kiger, donc à Suisse alémanique un peu quand même. Mais j'ai toujours été très heureux de pouvoir faire valoir la qualité de Genève, la qualité de la Suisse romande par rapport aux alémaniques, qui en général gagnent toutes les compétitions. Et à l'époque, le LCZ, le club de Zurich, était, je crois, individuellement meilleur que nous, mais on a réussi à les battre collectivement. C'était ma plus belle victoire. Elle avait lieu en plus à Bâle, dans la ville où mon père est né. Et donc voilà, c'était des choses assez exceptionnelles, des bons moments. Je vous laisse dire, si vous pouvez nous... Alors moi, je vais prendre ce que vous m'avez proposé ici, noix de Saint-Jacques à la plancha, qui me paraît très, très sympathique. Merci beaucoup. Et filet de bœuf d'Argentine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je vous suis. C'est écoute, on prend un petit verre de vin, c'est ça ? On peut, d'accord. Bien sûr. Mais moi, du rouge, ça va très bien aussi, même avec la Saint-Jacques. Ouais. Genevois, on Genevois quand même avec bien sûr. Alors 2 verres de vin genevois, s'il vous plaît. Merci. Et oui. Bah oui, du vin genevois, c'est l'attachement au terroir et aux racines. Non, pour moi, c'est des choses vraiment extrêmement importantes. Alors peut-être des fois, c'est peut-être un peu... Non, j'ai cet attachement de très, très, très lié à des racines, même si mes parents, en croisant des gens qui sont venus à Genève en partant de Suisse alémanique. Mon papa est venu faire un apprentissage ici à Genève, ma maman aussi un apprentissage à l'époque dans le domaine du commerce de détail, et puis ils sont connus ici à Genève et puis ils ont fait leur vie finalement à Genève, mais tout en gardant, surtout pour ma maman, un très fort attachement à sa ville natale qui était Wettingen, et quelque part toujours elle se sentait pas complètement intégrée ici à Genève, sans doute parce que voilà, elle n'avait pas beaucoup de contact avec le monde professionnel. C'est beaucoup consacré à ses enfants. Et voilà, donc mais c'est des gens qui sont venus de Suisse alémanique, puis ils ont donné naissance à 2 purs Genevois qui sont vraiment totalement insérés dans le canton de Genève. Vous êtes, entre guillemets, militant genevois dans les arènes sportives, dans l'assiette et dans les vins. C'est des choses qui sont importantes aussi de mettre en avant la production locale. Oui, je pense vraiment que c'est des choses... Enfin, évidemment, c'est encore plus important aujourd'hui, mais je trouve que le canton de Genève a des magnifiques produits, que ce soit au niveau viticole ou autre. Et je trouve que quand on peut le faire... Alors évidemment, j'ai pris des noix de Saint-Jacques, c'est peut-être pas tellement... mais non, ça, je pense, c'est un attachement fort à ce qui est fait ici à Genève. Est-ce que vous êtes attentif, par exemple, au menu des restaurants universitaires, des cafétérias ? Est-ce que ça doit répondre à des normes GRTA, par exemple ? Absolument, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose... on a des contrats qui ont été signés pour un certain nombre d'années sur les différentes cafétérias de l'Université de Genève. Mais là, on crée maintenant un groupe avec des étudiants en particulier pour essayer justement de développer encore plus largement l'offre de menus très accessibles. Et ça, c'est aussi un effort qu'on doit faire sur les prix, un effort qu'on veut faire sur les produits que l'on offre, un effort qu'on veut faire sur les menus que l'on offre, en particulier en offrant des menus vegan. Donc, dans le choix du concessionnaire qui sera finalement décidé, je pense que c'est un des éléments extrêmement importants. Alors, il y a plusieurs paramètres. On est dans le développement durable. Il y a aussi les conditions de travail du personnel qui travaille dans ces cafétérias. Et toutes ces dimensions-là doivent être prises en considération pour le choix qu'on fera en ultime décision. À votre santé. Santé. Merci beaucoup. On refait ça quand vous voulez. Vous êtes utilisateur client des restaurants universitaires.
où le recteur a des Non, shtabs. mais si j'ai déjà dit, oui, qu'effectivement, mes journées en général sont très, très, très chargées. Oui. Et souvent, à midi, je ne m'arrête pas. Donc, j'essaie d'aller manger peut-être à la cafétéria. Je prends une petite salade ou un birgère. Là, c'est encore mes racines suisses alémaniques qui ressortent de temps en temps. Ma maman faisait le meilleur birgère peut-être au monde. Alors, hommage lui soit rendu aujourd'hui. Absolument. Et souvent, donc, je reprends ça dans mon bureau, je mange. Donc, c'est pas toujours un mode, disons, d'alimentation très, très, très digne. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Par contre, parfois, j'ai des rendez-vous, soit à midi, mais aussi pas simplement le soir, où on a des manifestations. On organise ensuite des événements, des repas avec nos invités. Oui, effectivement, alors là, je vais dans des restaurants, mais c'est souvent des restaurants qui se trouvent assez à proximité directe de l'Université de Genève. Alors, je vais peut-être pas faire de publicité, mais voilà, il y a un certain nombre de restaurants qui se trouvent à proximité. On sélectionne en général ceux-ci. Ouais. L'échéance de votre deuxième mandat en tant que recteur est en 2023. Il y a encore beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts d'ici là, mais vous imaginez déjà la suite ? Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais la suite, il y aura une suite, effectivement, et 2023, ça sera vraiment le moment où je vais quitter cette université. Mais je pense que j'aurai pas mal de projets, en particulier de voyage. Je pense que voilà, mon travail m'a amené dans toute une série de pays qui n'étaient pas nécessairement des pays que j'aurais visités si j'étais pas aujourd'hui recteur. Je pense notamment à la Chine, parce qu'on a des relations étroites aussi avec l'université de Tsinghua en Chine, la meilleure université chinoise, donc c'est une très belle opportunité. Moi, j'ai toujours eu un très gros attrait pour l'Amérique latine. En Bolivie, j'étais même enseigné pendant 2 semaines. C'était une expérience assez extraordinaire parce qu'à La Paz, vous avez des altitudes autour de 3000, 3500 mètres quand vous enseignez. Je vous assure qu'il faut du souffle. Et là, le sport que j'avais fait dans ma jeunesse m'a beaucoup aidé. J'ai le projet encore peut-être d'aller au Chili, parce que le Chili, c'est là où il y a un observatoire situé à très haute altitude qui est dans des cieux extrêmement limpides et qui permet des observations extraordinaires. Alors j'ai ce projet d'aller au Chili pour voir cet observatoire et ça sera peut-être pour l'année prochaine. Et alors au-delà des voyages en Amérique du Sud, au-delà des matchs de Genève Servette et du Servette FC, vous ferez quoi ? Non, mais je pense qu'il y a toute une série de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Ouais, donc peut-être profiter d'aller voir des pièces de théâtre. On en fait de temps en temps en allant à Paris, un peu moins à Genève, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'on a aussi des activités, enfin des vies très, très actives ici à Genève. Je peux très bien imaginer de faire du bénévolat pour les associations caritatives. Ça, je m'imagine tout à fait bien le faire. Alors pour l'instant, je ne le fais pas. Mais peut-être un jour être aussi grand-père, parce que je ne le suis pas encore. Je m'imagine très bien en grand-père, à dire vrai. Et là, j'amènerai sans doute mes petits-enfants, évidemment, au stade de football, au stade de hockey. Bon, le message est passé, vous allez être grand-père, à bon entendeur. À bon entendeur. Est-ce que la haute fonction de recteur laisse suffisamment de place à la haute fonction de père de famille ? Non. Non, honnêtement non. Bon, c'est aussi le moment donné où évidemment quand je suis devenu recteur en 2015, mes enfants étaient déjà l'un et l'autre plus de 20 ans. Donc c'était pas un moment où ils étaient, enfin la fonction de père de famille elle change. C'était bien plutôt un père qui peut discuter avec eux par rapport à toute une série de questions qu'ils peuvent se poser par rapport à des choix de vie. Mais il y a moins nécessité une présence permanente. Mais c'est vrai que être recteur, c'est un travail, enfin je compte pas les heures, et puis aussi la passion qui accompagne cette fonction. Et comment c'est quelle heure vos journées ? En général, je commence à 8h le matin, et puis je termine à 20h. Mais souvent, alors, quand on a des repas qui nous amènent, après des conférences, à inviter des personnalités, c'est souvent 22, 23h, donc voilà. Donc c'est des journées en tout cas de 8h à 20h en tout cas. Dans l'aspect pédagogique, l'enseignement culinaire, est-ce que c'est une valeur familiale ? Moi, j'aimais bien cuisiner, mais j'ai très peu de temps pour le faire. Petit à petit, j'ai abandonné cette tâche, mais j'aimais bien. J'avais quelques plats que j'aimais bien confectionner très simples, mais j'aimais bien faire des crèmes au chocolat, des crèmes caramel, des crèmes vanille. Donc j'avais une certaine et sans recette. C'était toujours au feeling que je pratiquais. Mais en général, c'était assez bien réussi. De la crème caramel, crème chocolat, parfois elle avait un peu des petits rebonds comme ça, mais j'arrivais à... Donc du sucré plutôt. Ouais, du sucré, ouais, mais pour le salé, où c'était des choses assez simples, des gratins de légumes, gratins aux pommes de terre, des choses de cet ordre-là. Donc toujours relativement simple, mais sans prétention. Honnêtement, sans prétention, mais j'aimais bien ça. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais envie éventuellement plus tard de reprendre pour essayer de voir si on peut... encore développer quelques talents et compétences dans ce domaine. Dans la famille avec votre frère, c'était vous l'intellectuel.
Ça veut dire que vous n'êtes pas un manuel ? Non, je ne suis pas du tout manuel et ça, moi, j'admirais beaucoup mon père qui était capable de réparer n'importe quel appareil. Mon père est décédé malheureusement depuis maintenant bientôt 12 ans. Mon frère était exactement la même chose. Ça, c'est un talent que j'admirais beaucoup parce que je me disais finalement, toi en tant que, entre guillemets, intellectuel, parce que c'est pas une question de compétences différentes entre mon frère et moi, hein, mais en tant qu'intellectuel, je me disais, mais à quoi tu sers, Yves ? Je veux dire, quel est ton apport à la société ? À part de former des étudiants, bien les former le mieux possible, de faire des recherches, mais quelque part j'avais un peu des fois le sentiment peut-être même de frustration de dire mais l'économie, quand on fait de l'économie, quand on fait peut-être de la physique, quand on fait d'autres disciplines, de la chimie, quand on fait de la biologie, là quand on fait surtout de la médecine, hein, ou peut-être le droit, je sais pas, enfin, il y a toute une série de domaines où on sent et on voit ce que l'on peut fabriquer, construire ou transformer. Moi, en tant qu'économiste, c'était pas un sentiment que j'avais de manière très forte. Quoique, et c'est peut-être ma plus grande fierté comme économiste, c'était le fait je travaille dans le domaine de l'économie du travail. C'est quand on fait l'économie du travail, il y a comme la capacité d'examiner l'efficacité de lois qui ont été mises en place en matière de chômage ou en matière d'égalité des salaires. Et là, j'ai eu en particulier l'occasion de faire une expertise devant un tribunal audois qui m'avait demandé d'analyser une situation dans une entreprise où une femme pensait être victime d'une discrimination. Une première expertise avait conclu qu'il n'y avait pas de discrimination. Et puis finalement, on m'a demandé de faire une contre-expertise. Et cette contre-expertise m'a permis de développer une approche avec des outils statistiques qui ont finalement mis en évidence que oui, il y avait discrimination. Et j'ai pu surtout aussi ensuite évaluer le dommage que cette personne avait subi en raison de cette discrimination. Ensuite, l'entreprise a été jusqu'au tribunal fédéral. Et le tribunal fédéral, finalement, en fin de compte, a considéré que la méthode était parfaitement compatible avec le droit suisse et que c'était une méthode qui pouvait être appliquée en matière de jugement sur les discriminations salariales. Et après coup, il y a plein de litiges qui ont été traités avec cette méthode. Et ça, c'était quelque part une forme de fierté parce que je me souviendrai toujours. Vous avez été utile. C'est ça, exactement. Et je me souviendrai toujours, je crois, le téléphone que j'avais reçu de cette femme avec qui j'étais jamais en contact jusque peut-être décembre, Noël. C'était vraiment pratiquement le 24 décembre 2002, je pense. Et cette femme me téléphone, me disait, écoutez, j'ai eu gain de cause. Et c'était pour elle un combat qui avait duré 5 ans. Hein. Donc c'était un combat extrêmement long. Et elle l'a fait, je crois, pour elle, mais aussi pour toutes les femmes. Et ça a été à mon côté. Elle m'a annoncé ça au téléphone. Oui, j'ai un sentiment de fierté, de bonheur. Vraiment de bonheur. Je me disais, mais pas parce que l'entreprise avait été condamnée, mais c'est simplement parce que je pense que j'avais, à ce moment-là, réussi à développer une méthode qui était vraiment scientifiquement valable. Et de me dire, mais là, peut-être que justement, la recherche économique, la science peut apporter quelque chose à des résolutions de problèmes de société. Et donc voilà, c'était le moment où je me suis dit, t'as été utile, peut-être une fois dans ta vie de professeur et de chercheur, c'était un sentiment agréable. Ah, très joli. C'est très bon. C'est très bon, donc je conseille les noix de Saint-Jacques à la plancha. Très bon plat. L'actualité de l'université a aussi été marquée par des affaires ou des soupçons, en tout cas de harcèlement, de sexisme. J'imagine que ça gâche le goût des plaisirs forcément. Quand ces affaires ont surgi, ont été mises en lumière, vous êtes tombé des nues, vous aviez des doutes, vous étiez dans quelle perspective ? Honnêtement, je suis un peu tombé des nues. Honnêtement, parce qu'il y a eu un rapport qui a été préparé par une jeune femme, Madame Cléa Panico, qui a fait une enquête, tout simplement. Et quand j'ai lu l'enquête en tant que telle, et que j'ai lu les propos qui étaient rapportés, je me suis dit, mais c'est pas mon université, c'est pas possible. Et il faut croire effectivement que c'est possible, que des choses de cet ordre-là arrivent. Alors ça peut aller du genre, mais si tu veux continuer à faire carrière dans mon groupe, tu es tombé enceinte, oublie ta carrière. Des choses qu'on peut tout simplement pas imaginer. Le fait d'être enceinte, c'est sans doute un des plus beaux événements qu'une femme et un homme peuvent vivre. Comment peut-on avoir des paroles pareilles ? Ou parfois, effectivement, des remarques sur une tenue, voilà, donc des choses que je pouvais tout simplement pas imaginer. J'ai dû me rendre compte. Ça tient à quoi le fait que vous n'imaginiez pas ? C'est de la naïveté, c'est de être accaparé par d'autres... Oui, peut-être une forme de naïveté. Absolument, mais je crois vraiment que c'était peut-être un sentiment que quand on est dans un monde universitaire, on a affaire à des gens qui sont peut-être conscients de leurs responsabilités, éduqués de telle manière à ce qu'il n'ait pas des attitudes sexistes ou autres. Ça, c'était l'illusion que j'avais peut-être. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai dû déchanter.
Et je me souviens toujours très bien, la première réunion qu'on avait avec les doyens où le rapport a été présenté, nos doyens, doyennes ont dit « c'est pas possible, c'est pas possible ». Je leur ai dit « écoutez, je sais pas si c'est 1%, je sais pas si c'est 2%, je sais pas si c'est 5%, mais je veux pas me battre sur les chiffres. Peu importe qu'il y ait 2 cas, 10 cas, 20 cas, un cas c'est un cas de trop. N'allez pas me dire, ne nous disons pas c'est moins grave qu'ailleurs. Non. Oui, alors, dans un premier temps, il y a une forme un peu une claque qu'on reçoit, puis après, tout de suite envie de réagir, et surtout pas l'envie d'enterrer. Parfois, la tendance, c'est de dire, quand un truc comme ça vous arrive, vous essayez peut-être de l'enterrer, de dire n'en parlons pas. On va essayer de le résoudre, mais sans trop faire de publicité là autour. Et nous, on a eu un peu la réaction inverse. On a eu aussi, même vous le savez peut-être, des articles de journaux qui allaient jusqu'à dire qu'il y avait aussi au sein du rectorat même des problèmes de sexisme. Et j'ai dit, moi je vais mettre une procédure en place avec 2 enquêteurs, une enquêtrice et un enquêteur. Leur bureau se situera à Lausanne et tout un chacun pourra aller témoigner devant ces personnes sans qu'il y ait une présence d'un membre du rectorat pour entendre ce que la personne dit. Donc c'est en toute confidentialité et je voulais ce rapport. Et ce rapport a arrivé à la conclusion, ça c'était évidemment un grand soulagement pour moi, qu'il n'y avait pas effectivement de problème avéré de sexisme au sein du rectorat. Et ça c'était pour moi un grand soulagement. J'ai voulu le faire parce que c'était vraiment cette attitude d'avoir les yeux grands ouverts. C'est d'ailleurs le titre de la petite brochure qu'on a éditée, c'est « Garder les yeux grands ouverts ». Est-ce que vous êtes amateur de café ? Oh, avec plaisir. Ouais. Ça, j'en bois. Alors, j'ai lu une étude. Alors, elle était effectivement sponsorisée par un grand producteur de café qui disait que vous pouvez boire jusqu'à 5 cafés. Ça réduit votre risque d'accident cardiovasculaire. Puis à partir de 5, votre risque augmente à nouveau, mais ça devient neutre à partir, je crois, de 8 ou même 9 cafés. Et c'est seulement à partir du 10e que là, votre risque cardiovasculaire augmente par rapport à une personne qui ne boirait pas de café. Vous en êtes à combien, donc, voilà. vous ? Moi, j'essaie d'être à 5. Parce que mais c'est difficile. C'est une étude qui a été faite, je crois, par des scientifiques dont je leur fais totalement confiance. C'est pas l'Université de Genève en plus. Après, évidemment, il faut contrôler tous les autres facteurs. Je veux dire, tout le monde ne se ressemble pas. Et le café n'est qu'un élément de sa vie quotidienne. Mais voilà, donc 5 cafés, on peut y aller. Donc ça, c'est un message que je passe aux auditeurs, merci, docteur. aux éditrices. Digestif, quand on est recteur d'université, on a le droit ? Je suis pas trop digestif, parce que je vous avoue une chose, ça c'est dans l'aspect partie confidence de cet entretien. Quand je prends un digestif, je commence à avoir le hoquet. Donc j'ai peur que notre entretien s'arrêterait là, parce que si je prends une pomme, une poire, ce qui m'arrivait il fut un temps, c'est développer ça, je sais pas, à partir de 50 ans. Et c'est exactement le même syndrome dont souffrait mon papa. Peut-être qu'un médecin à l'écoute pourra me dire pourquoi ça arrive comme ça. Question de respiration, je sais pas. Mais mon père avait toujours le hoquet. Et c'est arrivé à partir de 50 ans. Donc si je prends une poire, j'ai craint que notre conversation s'arrête là, ou serait très interrompue par des hoquets intempestifs. Je suis à 2 doigts de vérifier quand même, je vous le cache pas.